Bienvenue sur ce nouveau Triskaï des Cafili du 13 août 2022, et pas 1900, là on remonte loin. Aujourd'hui, je reçois Céline Badarou pour la 4e fois. C'est ça. Ah voilà, il y en a qui... il y en a qui se sont plaints, non mais je le sais. Il y en a qui sont plaints. Il y en a qui se sont plaints, ouais, encore, tout ça. Oui, c'est du copinage et du favoritisme, c'est comme ça. Oui. Et Voilà. exceptionnellement déjà, on est toutes les deux ensemble derrière le même micro. Et on est en direct à l'antre de Calliope, la librairie Salon de thé d'Aix-en-Provence. Donc voilà, installez-vous, buvez votre thé, let's chill, fermez les volets parce qu'on crève de chaud. Et on va écouter maintenant, là tout de suite, Céline Badarou qui va nous lire un extrait du Gang des Lolitas contre la sirène vampire. Tada. Chapitre 1. Ça va, range tes nichons. L'ensemble des fuseaux horaires qu'on a traversés en ont profité, lança Sarah en rajustant le revers de son gilet à boutons. Tu peux faire une pause. Jen fit un geste méprisant de la main en levant les yeux au ciel et rajusta son décolleté pour la 1000e fois, selon le compte de Sarah, qui aurait voulu qu'elle s'étouffe avec. T'es rien qu'une jalouse, c'est tout, répondit-elle en prenant la mesure du décor paradisiaque dans lequel elle venait d'arriver. T'as juste de la chance qu'Alice t'ait proposé de venir et qu'il fallait une 5e meuf pour remplir le bungalow. Sinon, tu serais restée chez toi à écrire un autre poème d'amour débile à ton prof de lettres, ricana Sarah. De là où il est, sache qu'Edgar Poe te juge avec mépris, répondit Jen. Sarah porta la main à sa poitrine dans une parodie d'expression choquée. C'est bon, respire Sarah, on a saisi, mais c'est comme ça. Jen est là, avec tous ses nichons, et elle va pas traverser l'océan Indien à la nage pour rentrer chez elle, juste pour tes beaux yeux, dit Alice en époussetant sa robe d'un blanc immaculé. Pourtant, elle pourrait flotter tranquille, rétorqua Sarah. Ta gueule, répondit Jen. Et voilà. Au départ, tu te dis, génial, une semaine loin de tout, au soleil, sous les palmiers avec les copines, et à l'arrivée, t'as toujours une connasse pour te pourrir ton groove. Celle-là, si je la noie pas avant la fin du séjour, je mérite la plus belle récompense de ma vie. À ce stade, elle a déjà 99% de chances de pas rentrer en vie. Peut-être même de pas rentrer tout court. C'est en tout cas ce que pensait Sarah au fond et pas qu'au fond d'elle-même. Elle avait envisagé ce séjour comme un pique-nique Lolita à longue durée, une sorte de mini-convention privée entre aficionadas. Un moment à passer entre la plage et les froufrous à discuter chiffon et love interest. Mais là, ça allait tourner au meurtre, patard. Sarah n'en pouvait déjà plus. Quelle idée pourrie de faire venir une héros sans déconner. J'en peux plus d'avoir ces nichons sous le nez. Il faut toujours qu'elle étale la marchandise. Je vois vraiment pas ce qu'il y a de cute. Bref, pour Sarah, être une Lolita, c'était une question de standing. Non seulement on entretenait le rêve, mais on le faisait avec un certain style. Sarah se reconnaissait dans le pirate Loli, avec ses tricornes à plumes et ses gilets à grands revers couverts de brandebourgs. Le panache, quoi. Vas-y, dis-moi, il est où le panache à se trimballer en sous-vêtements avec tout le matos dehors ? Non, vraiment, Sarah ne comprenait pas. Elle poussa un soupir à briser le cœur d'une portée de chaton et se dit que le mieux serait de faire abstraction et de profiter du décor paradisiaque et des cocktails maison. Elle prit une grande inspiration, s'emplit les poumons d'air iodé et de parfums de monoï dont Marine s'était aspergée depuis leur arrivée. Peut-être qu'elle espérait faire couleur locale. Les talons de Sarah claquaient sur le teck du pont interminable qui menait à leur fameuse île privée, payée à prix d'or pour l'occasion. Les agences de voyage 5 étoiles ne se mouchaient pas du coude. Bougez vos fesses au lieu de toujours causer des vous savez quoi de Jen. Le bateau est parti et notre île de rêve nous attend au bout de ce ponton. Alors faites rouler les valises et secouez-vous les dentelles. J'ai envie de me poser après autant d'heures de vol. Je suis crevée et je crois que j'ai mal aux cheveux jusque dans mes extensions, dit Marine en secouant ses boucles roses. C'est peut-être les 12 kilos de barrettes que t'as mis dessus ? Demanda Betty. Je te demande pourquoi tu te renverses du ketchup dessus tous les matins, toi. Si je discute pas des goûts d'une Lolita Gore, tu serais gentille de me laisser me couvrir d'autant de kilos de paillettes que je veux. Et comme j'aurai du rab, si tu veux, je te fais un prix et t'as même droit à un échantillon gratuit. M'approche pas avec ça, toi, lança Betty en mimant un feulement. Ce qui va être bien cette semaine, c'est l'ambiance, je crois, dit Alice.
Le deal, c'était île de rêve, hamac et sable blanc. On n'a jamais dit qu'on faisait pyjama party de BFF, déclara à regret Sarah. Ah si, on a dit ça, lança Marine en secouant ses nombreuses couches de froufrou auxquelles étaient accrochées de mini peluches multicolores. Oui, on a dit pyjama, hein, Miss Lanière de cuir, dit Betty à l'attention de Jen. Oh, venez voir! Ah, c'est trop beau! S'écria soudain Marine qui avait tracé sa route loin devant. Marine sautillait dans tous les sens en passant d'une pièce à l'autre, s'extasiant sur les grandes pièces ouvertes, les lits à baldaquin avec vue sur la plage, le jacuzzi, la télé géante, bref, tout. Betty était soulagée de poser ses fesses à 3000 bornes de ses parents, riches mais envahissants, et Jen avait trouvé un miroir pour s'admirer. Elle aperçut derrière ses lanières le superbe décor de palmiers sur fond de ciel bleu et détourna son attention vers la plage pour marquer de son nom l'emplacement qu'elle avait choisi. Les meufs, c'est trop bien. On va passer une semaine de rêve loin de tous, la couler douce en oubliant tous nos soucis et revenir avec des selfies à faire mourir d'envie cette espèce de truite Viviane, couina Marine en sautillant. Ouais, qu'elle s'étouffe avec ses jupons, celle-là, jeta Betty en rajustant ses manchettes blanches couvertes de faux sang. C'est même dommage qu'on puisse pas les lui envoyer directement. Ça manque de réseau, le milieu de l'océan. Ah, t'as jamais pu la blairer, hein, demanda Sarah. Je vois pas comment. Dès la première convention où on s'est rencontrés, elle m'a regardé de haut. Elle m'a toujours fait les pires crasses sur les concours de cosplay. C'est une psychopathe, je vous dis. Et puis cette façon qu'elle a de marcher en glissant sur le sol et cette voix mielleuse quand elle parle, je m'y ferai jamais, déclara Betty en frissonnant. Bon allez, on n'est pas là pour ressasser, lança Marine. Posez vos valises et sortez les maillots. On a une beach party à lancer. Avec le soleil couchant sous les palmiers, ça va être mortel. Chapitre 2. Alors là, c'est difficile de faire mieux, pensa Betty. Plage de sable blanc privé, palmiers et bruit du ressac, une eau à 28 degrés et pas un emmerdeur à la ronde. Exception faite de Marine, mais comment je pourrais vraiment lui en vouloir ? À force de porter des perruques de 2 kilos, le cerveau ne peut plus fonctionner normalement. C'est le prix à payer pour toutes les OTT. Elle a tellement de nœuds sur le haut de la tronche que son gyroscope interne doit constamment être en train de compenser pour éviter qu'elle tombe à la renverse. On ne peut pas demander à cette fille d'aligner 2 pensées structurées. Bah, elle est gentille en fin de compte. « Hé, moi aussi je veux un verre !» lança Betty en voyant Marine parader avec son énorme cocktail jaune et vert. « Tu t'es fait quoi ?»« Virgin Mojito !» répond-elle. Betty fait une mine déconfite. « Pourquoi t'as pris un truc sans alcool ? Est-ce que t'es rabat-joie ? Fous-moi la paix, et franchement, de la part d'une meuf qui sait pas s'amuser sans un verre dans le nez, c'est BTTSB qui se fout de la dentelle de Calais, répondit Marine. Betty fronça le nez et baissa les yeux. Ça va, excuse-moi, c'est pas ce que je voulais dire, mais profite là, dit-elle en se levant de sa serviette au motif sanguinolent et bordée de dentelle. T'inquiète, je profite un max, répondit Marine en s'installant sur un transat qu'elle avait couvert de coussins. Et puis, je n'aime pas l'alcool, c'est tout, c'est... Berk, ajouta-t-elle en faisant une grimace enfantine si exagérée qu'elle en devenait comique. Haha, bon, ben je te prends ta part si ça t'embête pas, dit Betty. Marine encouragea d'un geste de la main. Fais-toi plaisir, Sarah a officiellement pris possession du bar du bungalow, mais tu devrais pouvoir trouver quelque chose à te mettre dans un verre. Et elle se leva dans les coussins, les pieds aux orteils vernis arc-en-ciel en éventail. Enfin, autant que ses mules à paillettes le lui permettaient. Marine, tu devrais faire gaffe, lança Alice en calant son parasol. Tu vas prendre un coup de soleil sur les pieds. Ce serait dommage de gâcher un si joli teint de porcelaine, pas vrai ? Marine jeta un regard horrifié sur ses pieds et se hâta de décaler son transat encore plus à l'ombre des élégantes feuilles pennées dansant au gré de la brise insulaire. Alice, t'aurais pas une playlist de musique oula ? J'ai envie d'écouter du ukulélé, demanda Marine, les yeux fermés, bercée par le froissement des pennés et le chant des vagues. C'est bien, toi au moins tu fais pas dans les clichés, dit Betty de retour du bungalow avec son verre à la main. Quoi ? Si c'est pas le cadre idéal, je sais pas ce qu'il te faut, répondit Marine. Ben, pour de la musique hawaïenne, je dirais Hawaï, enchaîna Betty. Marine haussa les épaules, ce qui fit teinter les perles de sa tenue de plage. Dans ce cas, dis-toi que t'es à Hawaï, déclara Marine. Alice lança sa playlist et Marine se mit à dodeliner de la tête au rythme de la musique ondoyante. Betty ronchonna, mais ne tarda pas à se laisser gagner à son tour par les mélodies folkloriques en sirotant son cocktail, fait maison, assise contre un palmier. La lumière commença à décliner dans un embrasement de couleurs extraordinaires mais fugaces, pour finir dans un flash fuchsia sur la mer turquoise. « Oh !» firent-elles tout en chœur. « Mais c'est déjà fini ?»
demanda Alice. La magie de la physique, répondit Jen en rajustant les volants de son décolleté. L'équateur, c'est beau, mais le coucher de soleil dure à peine le temps de prendre la photo. Ça va, n'exagère pas, ça a duré plus longtemps que ça quand même, grogna Betty. Le ciel passa vite de l'indigo au bleu nuit profond, et Sarah alluma les quelques torches mises à leur disposition pour, elle le supposait, les petites fêtes nocturnes des hôtes, et s'installa sur son transat. « Allez, let's go les filles, c'est pas la lune qui va nous faire bronzer. Qui se jette à l'eau ?» demanda Jen en ajustant le haut de son bikini à ficelle. « Prums, c'est moi Prums !» cria Marine. Et la ruée vers l'eau fut lancée. Dans un grand éclat de rire collectif, Jen, Marine, Betty, Alice et Sarah se prirent les pieds dans la première vague et s'affalèrent dans l'eau, toutes plus ou moins soucieuses de sauver leur coiffure. « Ah, c'est trop bien! Pourquoi l'eau a pas cette température sur la côte atlantique, je vous demande ?» lança Betty. « J'ai bien une réponse pour toi, mais tu vas encore râler, dit Marine. » Betty ne répondit pas, mais lui jeta un regard, lui intimant définitivement de se taire, si elle ne voulait pas voir ses mèches sacrifiées aux divinités de l'océan. « Hey, mais qu'est-ce que tu fais ?» demanda Jen à Alice qui improvisait des semblants de mouvements de natation synchronisés, mais en solo. « Il ne sera pas dit que j'aurais traversé le globe pour nager vulgairement la brasse à des milliers de kilomètres de chez moi, rétorqua-t-elle en tournoyant sur elle-même. Jen sembla y réfléchir et hocha finalement la tête. « C'est pas faux, » répondit-elle. « C'est vulgairement ou nager que t'as pas compris ?» fit Betty avec un sourire, avant de pousser soudainement un cri perçant qui leur fila la chair de poule. « Eh ben, mais t'es barge !» demanda Sarah. « Qu'est-ce qui t'arrive ?»« Ah !» poursuivit Betty avec une moue dégoûtée en sortant de l'eau. Du bout des doigts, une longue algue noire et luisante. « Dégueu !» lança-t-elle en la jetant au loin. « Et c'est pour ça que t'as hurlé comme ça ? Eh, c'est l'océan, hein, pas la pataugeoire de la piscine et au Lagrange. Il y a de la vie dedans, hein !» dit moqueusement Jen entre deux rires qu'elle tentait d'étouffer. « C'est ça, moque-toi, ça m'a fait peur, ça va, et puis c'est dégueu !» répondit Betty. « Oui, mais bon, c'est bon pour la peau, dit Alice, alors profite. »« No soussailles. La prochaine, je te l'emballe, et tu t'en feras un cataplasme, dit Betty en s'éloignant de l'endroit où elle était. Pas question de patauger dans les algues, merci. Il y a beaucoup d'algues dans le coin ? Demanda Marine avec inquiétude. Bah, il m'avait pas semblé, moi, tout à l'heure, dit Betty. C'est pour ça, t'en as aussi. Bah, on dirait. Attends, lança Marine. Elle se baissa pour plonger le bras dans l'eau avec une mimique à la fois concentrée et craintive. Elle se baissa plus bas encore. Eh ben, demanda Jen. Marine se releva avec une moue d'incompréhension et haussa les épaules. Elle allait répondre quand elle sursauta dans un cri, un rictus de douleur sur le visage. « Aïe !» cria-t-elle en replongeant un bras dans l'eau pour se frotter la jambe. « Quoi ?» demanda Alice. « Je sais pas, on dirait qu'un truc m'a piqué, répondit Marine contrariée. Elle se tordit pour remonter sa jambe à flot. « Mordu, tu veux dire ?» dit Jen. « Aïe !» cria à nouveau Marine en tenant sa jambe par la cheville avec une grimace. Alice sautilla pour la rejoindre. « Ah bah oui, dis donc, ça t'a pas loupé, dit-elle. Ça te fait mal ?» Marine tâta prudemment les deux petites ponctions légèrement boursouflées au-dessus de sa cheville. Son visage se décontracta, et elle appuya un peu plus sur les deux petites piqûres espacées de quelques centimètres. « Pas trop, » dit-elle soulagée. « Ouais, ben, je vais définitivement sortir, moi, hein, dit Betty. J'ai pas l'intention de me faire bouffer par un moustique des mers géants, merci, déclara-t-elle en tenant son maillot faussement taché de sang sur sa poitrine, avant de se dresser au-dessus des vaguelettes pour regagner la plage. « Ouais, t'as pas tort. Pour la baignade, on verra ça demain, dit Marine en se frottant la jambe. Elle sauta, croyant sentir encore quelque chose s'enrouler autour de sa cheville, et décida qu'il était vraiment temps de sortir de l'eau. Elles rejoignirent toute la plage, puis se précipitèrent vers leurs serviettes en grelottant. « C'est fou ce qu'on voit bien les étoiles, dit Alice. « Vous croyez qu'on peut dormir sur la plage ?» demanda Sarah en se serrant dans sa serviette pirate ornée de Jolly Rogers, entrecroisée de sabres. « On peut bien faire ce qu'on veut, on a payé pour ça. Et puis Marine ne s'est pas posé la question, elle ronque déjà. » Elles éclatèrent de rire. « Heureusement qu'elle ne ronfle pas, je suis pas venue ici pour souffrir, lança Jen. Alice se frotta les bras, agitant ses dentelles blanches de Lolita Chirou. « Quand même, fait frais d'un coup. Moi je dors pas là, hein, j'aurais trop froid. »« J'avoue, » dit Sarah. Tous les regards se tournèrent vers Marine. « Et qu'est-ce qu'on fait, on la réveille ?» demanda Jen. Un silence gêné s'installa. « Moi ça me gêne, dit Alice. »« Bah, laissons-la ici, dit Betty. Elle a l'air bien installée. Et puis, elle est pas sans rien, regardez, elle a déjà enfilé son bloomer et ses chaussettes à pompons. Elle avait prévu le coup, apparemment. Je vois pas comment elle pourrait avoir froid. C'est la plus couverte d'entre nous. » Betty ponctua sa tirade par un regard envié à Jen qui lui rendit un « Hey !» indigné.
Ok. De toute façon, elle a l'air de dormir à point fermé. Alors, trop d'émotions pour une première soirée, on dirait. Laissons-lui une torche et rangeons le reste. On la retrouvera pour le petit déjeuner, déclara Sarah. Vendu, répondit Betty. Elles récupérèrent les torches et lancèrent un discret « Bonne nuit, Marine !» avant de se mettre en route vers le bungalow, longeant la plage sous le ciel brillant de plus d'étoiles qu'elle n'en avait jamais vu. Voilà, l'avantage de faire une lecture en public, c'est qu'on peut applaudir en live. Ok, bah merci Céline pour la lecture. Donc c'était les 2 premiers chapitres de Le gang des Lolita contre la sirène vampire. Tatatin. Et d'après Crazy, donc je me suis fait mordiller par une sirène vampire. Ah non, c'est toujours le moustique tigre. Mais voilà. Alors bah merci beaucoup. Donc on commence un peu façon slasher. C'est complètement l'idée. C'est complètement ça, effectivement. Oui. C'est l'inspi voulu. C'est censé être un slasher pulp décalé, rigolo, voilà. Et à cause de qui tu as eu l'idée? Bah ça, on se le demande tous. À cause de toi. À cause de moi et Stéphanie Chaptal. Voilà, exactement, parce qu'elle se faisait pas vraiment des blagues, elle discutait de films d'horreur. Ouais. Et parce qu'elles aiment bien ça et qu'elles regardent, et moi j'y connais rien du tout, j'y entrave que dalle. J'ai dû regarder, je sais pas, 5 ou 6 films d'horreur dans ma vie, ça fait pas beaucoup. Non, c'est vrai, à côté de nous et de Balmarès. Et je suis arrivée dans la discussion en disant ouais, mais ça va, moi aussi je peux le faire, c'est bon. Et puis j'ai commencé à balancer toute une série de titres de films imaginaires avec licorne, sirène, paillettes, nounours, câlin, enfin bref. Et voilà, et puis toutes les deux elles m'ont dit allez, chiche, tu l'écris. Et bien sûr, c'est un peu la base en fait. Voilà, bien sûr. La base. Des meufs qui s'entendent, enfin plus ou moins sexy, qui s'entendent plus ou moins bien, une île paradisiaque et déserte, pas de moyens de communication, bref. Et Instremont. Voilà, exactement. Voilà. Instremont de la mer, visiblement, qui a déjà peut-être fait une victime. Tatin. Ah, tatin. On ne sait pas. Alors Claire dit, c'est marrant que ce soit la gouro Lolita qui finalement crie le plus à cause des trucs dégueux. Bah ouais, mais attends, y a pas de raison, hein. Bah oui, moi j'adore les films d'horreur, mais je supporte pas quand un mec se mouche devant moi en mettant plein de morts partout, tu vois. Et c'est pas parce que t'aimes les films d'horreur que t'as pas peur d'un truc qui t'arrive, quoi, donc... Les araignées, les algues gluantes, enfin bon... Ouais, voilà, enfin je veux dire, le panel est quand même assez large, donc... Ouais, en fait, les fans de films d'horreur et les zéros, les zéros Lolita sont des petits êtres fragiles et délicats. Voilà. Bah justement, en parlant de héros, de Guro Lolita et puis de Shiro Lolita, etc., on va faire les présentations de tes personnages, de ces 5 filles. Ah oui, tout à fait. Alors, dans le livre, j'ai des notes de bas de page donc pour expliquer un petit peu ce vocabulaire un peu technique. Donc effectivement, Alice c'est la Shiro Lolita. Donc Shiro en japonais ça veut dire blanc. Ouais, alors donc c'est elle, c'est ça? C'est ça, ouais. Yeah. Donc elle est effectivement donc, tout le temps habillée en blanc. Marine avec les cheveux roses. Qui s'est fait piquer, qui s'endort sur la plage. Qui est OTT, donc c'est l'abréviation de Over the Top. C'est les kawaii super chargés avec des perruques énormes, des rubans, des machins accrochés partout. Enfin, vraiment les trucs. Machin, voilà, hyper chargé. On avait la gourde. Sarah, elle est pirate. Elle est en dessous. Elle est en train de se friter avec voilà, Jen. Il y a Sarah, la pirate Loli. Jen, c'est la héros. Donc sexy. Alors héros, alors moi j'ai poussé le bouchon super loin, mais pour pas vous vendre n'importe quoi, les héros Lolita, le principe c'est effectivement d'être en sous-vêtements apparents, mais pas sous-vêtements genre les sous-vêtements soutifs minimalistes et culottes. L'idée c'est que en fait c'est des bloomers, c'est des corsets, c'est des chemises avec plein de broderies et tout. Donc en fait elles ont quand même souvent l'air très habillées et au maximum on voit un décolleté, mais elles sont pas à moitié à poil en fait, c'est moi qui exagère vraiment beaucoup le truc. Bah disons que c'est surtout pour exprimer le mépris qu'éprouve Sarah envers Jen. Oui, voilà.
Attends, est-ce que Marine et Betty, donc là, Goulot Lolita, qui a elle, la sauce tomate plein ses fringues, qui elle est donc toujours habillée en blanc taché de faux sang. Voilà. Et est-ce qu'il y a d'autres types de Lolita ou il y en a plein. les 5 les plus représentatives? Non, là, il y en a plein. De la même manière qu'il y a les Chilo, il y a les... mince, j'ai un blanc, évidemment, j'ai oublié comment on dit noir. Kulo, ah oui, voilà. Ça, les Kulo Lolita, donc c'est noir. Il y a les classiques Lolita, qui elles sont façon un peu Versailles et tout ça. Il y a plein de mouvances en fait. Il y a plein de styles différents. Donc voilà, je pense que je vais pas vous faire un catalogue parce qu'il y en a vraiment plein. Les styles que j'ai choisis ne sont pas du tout les plus représentatifs. J'ai juste choisi des styles que j'aimais bien et que je trouvais assez rigolo de mettre ensemble. C'était rigolo d'avoir une goulot parce que c'est une histoire d'horreur, et c'était rigolo d'avoir une pirate parce qu'on est sur une île. J'ai eu envie aussi d'utiliser ça en parallèle des clichés de films d'horreur, parce que j'avais envie d'avoir des personnages qui reprenaient les clichés du genre la petite fille sage, celle qui est étiquetée comme étant la vierge, donc habillée en blanc, machin, celle qui va être héros, genre celle qui sera assimilée comme étant la meuf qui couche avec tous les mecs et puis qui boit de l'alcool et blablabla. Pas de bol, il n'y a pas de mec. Alors, là, il y a effectivement pas de mec. C'était complètement un choix, mais voilà, globalement j'avais aussi envie de faire un rappel et d'utiliser ces catégories de Lolita pour reprendre un petit peu les schémas. Il fallait que ce soit raccord avec les slashers et puis... C'est de ça que je me suis inspirée. Disons que là l'idée c'était de faire un slasher un peu kitsch. Donc c'est vraiment, je pense qu'on y retrouve les codes du slasher, du vieux slasher des années 80-90. Déjà qu'ils laissent leur copine à la fin du chapitre 2 dormir sur la plage toute seule alors qu'elle vient de se faire mordre. Mais bien sûr, mais faisons deux équipes de 1. Voilà. Mais bien sûr, ça c'est un petit peu la base. Voilà, donc bien sûr je fais des blagues dedans à base de je reviens dans 5 minutes et et faisons deux équipes, et enfin voilà quoi. Tout ça c'est dedans bien sûr. Elles feront donc tout ce qu'il ne faut pas faire pour survivre. Alors non, parce que c'est dans le livre, ça veut pas dire que forcément elles tombent dans le panneau. Attention. D'accord. Attention. Okay. Non. Ouais, parce que le début ça démarre comme ça démarre vraiment. C'est vrai, mais je trouvais ça tellement drôle que voilà. Après c'est alors je sais pas si on peut appeler ça de l'humour potache, mais bon, enfin moi je trouve que c'est quand même un petit peu ça, et c'est le principe. C'est bêtement drôle. Elles sont tout le temps en train, enfin presque tout le temps, en train de s'envoyer des fions dans la tronche. Voilà. Parce que c'est bien, mais il y a des limites. Oui, même si dès le début on voit qu'il y a deux personnages qui peuvent pas s'encadrer. Disons que la héros, elle a du mal avec plusieurs personnages. Elle a du mal avec Betty et Jen, enfin avec Betty et Sarah. Mais après, ça se passe plutôt bien avec Alice et Marine. Puis bon, elles ont toutes leur ego aussi, donc il y a ça quoi. Et puis bon, elles vont devoir surmonter leur ego et à un moment différent. Et à un moment donné, il va falloir, c'est-à-dire qu'il va y avoir des priorités. C'est une question de survie, parce qu'il y a la sirène vampire. Il va y avoir des priorités, parce qu'effectivement, elles vont vite se rendre compte que la bestiole, elle est pas sympa. Et que voilà, et qu'elle fait des trucs moches, et que voilà. Donc effectivement, la question c'est toujours dans ce genre d'aventure, qui survit et comment quoi. Voilà. Ça on sait pas. J'ai feuilleté, mais j'étais tentée de voir à la fin. Oui, je sais. Dénoncez-vous ceux qui regardent la fin des livres. Dénoncez-vous. Donc voilà, Céline, en plus, bon, c'est ta première publication chez un éditeur pro. En tout cas, aussi gros que ça, ouais. Chez ActuSF, donc, il faut préciser. Et t'as fait en fait une publication hybride. C'est ça. Enfin, maintenant que je dis ça, non, c'est pas la première. J'avais eu une nouvelle chez Rivière Blanche. D'accord. Donc, qui est un peu plus, qui n'a pas le même niveau de diffusion que ActuSF. D'ailleurs, ils en ont 0 quasiment, Rivière Blanche. C'est soit les salons, soit leur site internet.
Donc on les trouve pas forcément en librairie, alors qu'ActuSF, il y a un peu plus moyen de Ouais, distribuer. c'est Quoi. vrai. C'est vrai. Oui, c'est totalement une sortie hybride, c'est un petit peu particulier. Ils ont été intéressés. J'ai été surprise qu'ils soient intéressés. Enfin, ils ont été intéressés par l'histoire, mais que en numérique, parce que c'est une novella. Donc c'est plus court qu'un roman. Mhm. Et donc fatalement, ça rentrait pas dans la ligne éditoriale des collections qui existaient chez eux. Mais ils sortaient une nouvelle collection. Mhm. Et donc ils m'ont dit, bah voilà, on sort une nouvelle collection. Elle s'appelle comment? Je ne sais pas. Je ne sais pas, parce qu'en fait, j'ai pas l'impression qu'ils aient donné un nom. Comme ils ont fait le Club de la Nouvelle, où il y avait vraiment le nom, le Club de la Nouvelle. Ouais. Et là, il n'y a pas spécialement de nom à la collection. C'est la collection mystère. Et là, c'est le deuxième texte qui sort dans cette collection. Et celui d'avant, c'est de la SF. D'accord, ok. Donc c'est quand même assez différent. Ah, peut-être qu'ils voulaient faire du pulp et de l'horreur dans cette collection. Ils m'ont dit pulp et thriller. Donc c'est pour ça qu'ils ont quand même aussi ils ont orienté la com chez eux plus sur le thriller que sur le... D'ailleurs, on voit là. Ça, c'est un bout de la couve d'ActuSF. Ouais, la version numérique. Donc on voit quand même la différence de style avec la version papier, qui est beaucoup plus kitsch. Moi, je suis allée dans le kitsch direct. Parce que là, ils ont vraiment voulu mettre l'accent sur le côté thriller. Et c'est vrai que ça ressemble à une couverture de, je sais pas, du Fleuve Noir. Enfin, oui, non, mais de thriller, du coup. Oui. Voilà. Un thriller à la John Farr. Donc du coup, c'est rigolo, parce qu'il y a vraiment ces deux facettes du même livre qui s'expriment. Oui, c'est très drôle. Et donc, c'était vraiment de la chance, mais une chance incroyable. C'est que j'avais envoyé en disant... Je sais que c'est trop court pour ce que vous faites. Je sais que ça ne correspond pas à vos collections. Mais, voilà, vous aviez bien aimé Ravinger et Ward. Vous m'aviez dit, envoie le suivant, machin. Ben voilà. C'est ça le suivant. C'est ça le suivant. Ah, parce que qui t'avait contacté pour Ravinger et Ward en disant qu'ils avaient apprécié c'était Jérôme Vincent. Bah ouais. C'est Jérôme Vincent. Je suis ActuSF en personne, attention. Et donc, du coup, je lui avais renvoyé à lui directement. Parce qu'il m'avait dit, envoie-moi le suivant, dès que tu sors de Ravinger et Ward, tu m'envoies ce que tu fais. Cool. Et c'est ce que j'ai fait. Voilà, genre à la dégonfle totale. Ouais. Mais grave. Mais à la dégonfle totale, parce que je savais... Enfin, moi, je m'étais dit, je savais qu'il ne le prendrait pas, parce que je savais que c'était pas le bon nombre de mots. Oui. Et que ça correspondait à aucune collection qu'ils avaient. Donc, je m'étais dit, ok, ça rentre dans aucune collection, mais c'est pas grave, parce que de toute façon, ça va me permettre de pas me faire oublier déjà. Je me dirais, voilà... J'ai écrit ça, salut. Voilà. Et je me suis dit, moi je vais continuer de mon côté, puis toi tu fais ce que tu veux. Alors donc, j'ai été super surprise quand j'ai relancé, je crois 15 jours après, parce qu'il m'a répondu de suite en me disant, super, machin, je vais lire, voilà. Cool. Et puis 15 jours après, j'ai relancé comme ça, l'air de rien pour dire au fait, t'as lu, comment ça va, machin. Il m'a pas répondu, et je me suis dit, il doit être occupé et tout. Je me suis dit, ok, c'est pas grave. Et genre 2 jours après, en fait, j'ai reçu une réponse de l'éditrice de la collection. Elle me disait, en fait, il nous intéresse. Donc j'ai dû lire plusieurs fois le mail, parce que je comprenais pas bien. Non. Et je comprenais pas. Il a fallu que je lise plusieurs fois pour comprendre que oui, ok, il lance une nouvelle collection. Je fais, ah oui, d'accord. Je crois que ça fait souvent ça quand un éditeur te dit oui. Ça doit être ça, oui. Et que du coup, ça les intéressait qu'en numérique. Et c'est là que je me suis dit, mais ça m'arrange vachement. Parce que, en fait, moi, j'avais peur qu'un éditeur s'empare de ce manuscrit en le sortant en papier, dans un format qui n'aurait pas du tout été le truc que j'avais en tête dès le départ. Parce que je voulais un format comics et je voulais que ça soit comme un magazine et que ce soit en fait le début d'une collection. C'est vrai qu'il est grand. Et que donc, ça c'est donc le numéro 1, c'est marqué sur la tranche. Donc ça c'est le numéro 1. Ah d'accord, ouais. Ah, effectivement, comme les comics. Enfin, sur le dos, voilà. Je sais pas si tu vois bien. C'est marqué sur le dos. Et donc il y aura à chaque nouveau numéro une histoire complètement différente qui n'a aucun lien avec la précédente et ainsi de suite, quoi. Comme un magazine pulp avec dedans des histoires. Ah, c'est cool ça. Comme Weird Tales et tout ça. Et donc c'était ça que je voulais faire. Et j'étais embêtée. Je me disais, mais si un éditeur le prend, je pourrais pas faire ça, ça m'embête, etc. L'arme à double tranchant. Et quand, et quand elle m'a dit, en fait, on le voudrait qu'en numérique, je me suis dit,
Banco, c'est exactement ça qu'il me faut. Coup de peau. Et du coup, je dis ben voilà, j'ai quand même quelques questions. Est-ce qu'on pourrait pas en parler un peu parce que voilà, moi je voulais savoir si je gardais les droits sur le papier, si je pouvais le sortir en même temps en auto-édité. Enfin, c'était un peu inhabituel, donc c'était pas dit qu'il soit ok. Oui, surtout qu'il y a certains éditeurs qui sont très très jaloux vis-à-vis de leurs auteurs et de leurs publications, quoi. Ils veulent tout garder pour eux. Puis je sais qu'il y a des éditeurs qui méprisent l'auto-édition aussi. Oui. Donc bon voilà, c'était pas simple et franchement, j'ai eu aucun problème quoi. J'étais super surprise. Elle m'a dit y a pas de problème, tu fais ce que tu veux, y a pas de souci. Je lui dis ben, j'aurai les droits sur le texte corrigé. Elle m'a dit oui. Alors là, ça vendait du rêve aussitôt quoi. Donc c'est vrai que c'était super parce que ça me permettait de faire absolument tout ce que je voulais, que j'avais prévu de faire sur l'édition papier, en ayant au final une diffusion chez ActuSF sur la version numérique. Oui. Donc, pour moi c'était C'était un peu un gage de sérieux en quelque sorte. Enfin, ça pouvait attirer des nouveaux lecteurs qui connaissent pas forcément. Voilà, c'est ça. Pour moi c'était vraiment gagnant-gagnant quoi. Ça me permettait de Juste que j'ai coupé le micro d'Isabelle. Coucou Isabelle. Enfin, pour moi, de gagner sur tous les tableaux, il y avait un côté validation aussi, il faut pas se mentir. Oui. À un moment donné, de pouvoir dire ouais, ce texte, il est sorti chez machin, truc bidule. Il y a un côté validation à se dire c'est cool parce que du coup mon texte il a plu à un éditeur en plus dont j'estime le travail, donc ça fait super plaisir. Et voilà quoi, bon, toi qui es dans ton coin, tu sais, tu te dis oh là là, je fais de la merde, c'est nul, nanana. Il y a ce moment où quand même ça te remonte un peu le moral, tu te dis ah bon, ça va, c'est nul, mais ça leur plaît quand même. Alors ça va. Après, il faut savoir qu'ActuSF, c'est pas la première fois qu'ils publient une personne issue de l'auto-édition. Parce qu'ils cherchent quand même des nouveaux auteurs, des nouvelles autrices. Ils fouillent justement dans le milieu de l'auto-édition pour trouver la perle rare. Il y a des personnes comme Morgan of Glencoe, par exemple, qui sont issues d'auto-édition, si je ne m'abuse. Pas que, il y a aussi Alex Evans, dont je suis fan, mais j'adore tellement ce qu'elle fait. Alex Evans, qui a au moins 3 bouquins. L'échiquier de Jade, Sorcière et Associée, La Machine de Léandre. Ouais. Il y a au moins ces 3-là chez ActuSF, qui étaient en auto-édition et qui sont vraiment totalement fantastiques. Lisez-les. Voilà, c'est génial. Donc effectivement, oui, il y a des auteurs qui étaient auto-édités et certains le sont encore, puisqu'Alex Evans, elle a encore des livres auto-édités. Et ouais, ça leur fait pas peur apparemment, donc ça c'est bien. C'est pas le cas de tous les éditeurs. Ben non. Oui, parce qu'il y a toujours le côté. Faut qu'on reçoive les manuscrits à domicile, faut que. Même, il y a le côté. Ils ont essayé de se démerder sans nous, qu'ils continuent à se démerder sans nous, quoi. Ouais, après, bon, moi, j'estime que c'est pas. il n'y a pas de compète, quoi. C'est de dire à un moment donné, les éditeurs, ils ont des lignes éditoriales, et à un moment donné, il y a des textes qui sont bien, mais qui n'ont pas de place dans ces lignes éditoriales, et c'est dommage, quoi. Moi, je sais que j'ai lu plein de trucs super sympas en auto-édition, que j'ai vraiment adoré. De toute façon, c'est bon, je gueule sur les réseaux toutes les 5 minutes que j'adore ce que fait Calista Faral, tout le monde est au courant. Voilà, et c'est complètement auto-édité. Voilà, alors oui, c'est vrai que forcément il y a de la daube, puisque tout le monde peut le faire en étant chez soi, machin, personne relit, personne vérifie derrière. Bon voilà, donc du coup c'est assez facile de sortir tout et n'importe quoi. Oui. Mais après ça veut pas dire que tout est daubesque. Voilà, donc c'est ça aussi la difficulté, c'est que c'est un terrain miné aussi, il faut trier. Mais c'est bien parce qu'il commence à y avoir des acteurs aussi sur le marché qui font ce travail-là, notamment la librairie Jeune Pousse, qui est complètement en ligne et puis qui vend des bouquins auto-édités, mais elle fait un tri, elle les lit et elle décide si oui ou non elle les vend, parce que il faut que ça passe son critère de qualité à elle, c'est le sien effectivement, mais il y a déjà un filtre, quoi. Donc ça c'est quand même super intéressant, et je trouve qu'il y a un minimum de gages de qualité là-dessus, quoi. Oui. C'est bien que ça commence un petit peu à se démocratiser. Enfin bon, je pense que c'est vraiment des tout premiers pas, quoi. C'est
pas encore tout à fait ça, mais c'est un bon début apparemment. Bah, je pense que ça va être long, et puis il y a des... Oui, il y a des auteurs auto-édités qui sont dans les auteurs top d'Amazon. De toute façon, Amazon, tu peux difficilement passer à côté quand tu es auto-édité, hein, c'est une plateforme incontournable. Myriam Caillonneau, citée par Fabien Liraud sur le chat, dans le top 10 SF Amazon depuis plus de 5 ans. Donc oui, il y a des auteurs qui sont vraiment remarqués. Mais après, il y a des auteurs qui se font... Enfin, je pense que se faire remarquer, c'est pas forcément le terme, parce qu'il y a juste des auteurs qui vivent et qui sont pas du tout intéressés par les maisons d'édition, parce que justement, ils font tout seuls et qu'ils en vivent très bien comme ça, et qu'ils n'ont pas besoin des maisons d'édition pour faire leur pub. T'imagines le temps qu'il faut, tout ça. Il doit avoir beaucoup de temps libre, ou je sais pas, enfin, il doit avoir soit un réseau assez carré qui leur permet en tout cas d'avoir un bon bouche à oreille, d'avoir des bons illustrateurs pour leur couverture, parce que ça compte aussi énormément. Ça dépend, c'est une question aussi d'organisation. Il y en a qui s'y prennent vachement à l'avance avant de se lancer, qui se prennent 2-3 ans avant le temps de se préparer, de préparer leur structure, d'écrire les premiers textes, de les avoir corrigés, de se faire un petit réseau. Donc il y a aussi, j'ai envie de dire, une technique derrière, quoi. Ouais. Et puis il y en a qui s'entourent aussi. Je veux dire, à partir d'un certain moment, tu peux plus tout faire toi-même. Oui. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain palier de succès, tu as besoin de t'entourer, et puis surtout tu as les moyens de le faire. Donc tu peux embaucher des gens pour faire community manager, tu peux embaucher des gens pour faire tes couvertures, que sais-je, enfin voilà quoi. Il faut déjà arriver à un sacré palier, quoi. Il faut arriver au niveau de Jupiter Phaeton par exemple. Ouais. Voilà, mais du coup là il y a une équipe derrière. Oui. Après, une entreprise à lui tout seul, quoi. Je sais pas comment fonctionne Lindsay Buroker, que je lis beaucoup. Je crois qu'il n'y a pas spécialement d'équipe autour, même si effectivement elle a des correcteurs, elle a quelqu'un qui fait ses couves et tout ça. Mais maintenant, ça fait des années qu'elle écrit, elle a un très gros rendement, elle sort 3 ou 4 livres par an. Moi je trouve que c'est un gros rendement. Hein. Oui, elle sort 3 ou 4 livres par an. Donc elle a un bon rendement. Derrière, il y a un rythme de travail qui est établi pour tout le monde. Pour tout ce qui est correction, couverture, blablabla. Et elle a une énorme commu. Oui. Maintenant, parce que moi je sais que j'ai super accroché au premier bouquin que j'ai lu. De suite, je me suis dit, je suis pas déçue par cet auteur, et en fait, j'ai envie de lire beaucoup de trucs qu'elle sort. Donc je vais m'abonner à la newsletter, et au fur et à mesure, comme elle sort beaucoup, voilà quoi. Ouais. Alors après, alors tu dis dans le monde anglophone, les meilleurs autopubliés sont vendus en librairie. Ils sont vendus ici aussi en librairie. Hein. Moi, je suis vendue en librairie. Je suis pas la meilleure. Très loin. On en parlait justement. Très loin. C'est juste que la difficulté en France, c'est que si tu veux être vendu en librairie en tant qu'auteur auto-édité, c'est des démarches que tu dois faire toi-même. Tu dois aller voir les libraires, et ils doivent accepter de faire des ventes hors du système Edilivre, je crois que c'est. Non, je sais plus, non, pardon. Hors du système de diffuseur. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Ils doivent faire du dépôt-vente. Et ça leur donne du travail en plus. Donc surtout parfois, ils acceptent pas, c'est pas parce qu'ils aiment pas les auto-édités, c'est parce que ça leur fait du travail en plus, et que parfois ils ont pas le temps. Et que pour les retours, ils sont obligés de dépenser de leur propre poche. Non, c'est pas tellement ça, c'est que... non, mais c'est que, en fait, quand tu fais du dépôt-vente, c'est un autre système. Tu dois rentrer manuellement le livre, tu dois toi-même faire le suivi des ventes, faire les virements quand tu as vendu, nanana. C'est beaucoup de gestion derrière, en fait. D'accord. Et c'est du travail que tous les libraires n'ont pas le temps de faire. Et il y en a effectivement qui refusent de faire de l'imaginaire, mais bon, ça c'est... Voilà. Moi, j'avoue que je vais directement voir les libraires qui font de l'imaginaire, même pas voir les autres, en fait. Non, des fois ça sert à rien d'essayer. Hein. Je sais qu'un de nos auteurs des Moutons avait essayé de voir un de ses libraires préférés à Vincennes, parce que c'est un libraire qu'il voit souvent en tant que gros lecteur lui-même, que ce soit de Blanche, de Fantastique et tout.
Mais bon, il a dit lui-même que même si le libraire il est content de recevoir son pognon de lecteur, et en fait, il n'a pas forcément envie de lui proposer des séances de dédicaces. Alors oui, après, il y a ce que dit Fabien, c'est qu'il y en a qui sont en vente ferme. Alors, tu peux faire de la vente ferme en France aussi, ce sera plus dur de les caser, ce sera beaucoup plus compliqué. Mais ils ont aussi accès à tes livres via un autre système de diffusion, en fait. Par exemple, en fait, les libraires, ils ont accès à tes livres via Amazon. Ce qui n'est pas possible en France, ça ne fonctionne pas. Donc il se trouve, je sais que le machin est complètement tordu, mais tu peux trouver mes livres dans des librairies à l'étranger. Avec, grâce à Amazon, quoi. Ouais. Donc c'est un peu... Oui, Dilicom, voilà, merci. Donc voilà. Et là, c'est pour ça que tu es en train de traduire Ravager Reward en anglais en ce moment. Et oui, et c'est dur. Tu m'étonnes. C'est dur. Mais ça va passer... Enfin, derrière moi, ça passera... C'est comme les clubs, vous me les achetez à l'étranger. Ouais. Enfin, voilà. Donc, du coup, oui, j'entame lentement, mais sûrement l'invasion du marché étranger. Attention, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je n'en ai aucune idée s'il faut. Ce sera un flop monumental. Je ne sais pas du tout. Ah bah, faut essayer. Hein. Tu peux pas savoir sans essayer. C'est exactement ça. C'est-à-dire que tant qu'on l'a pas fait, on ne sait pas. Mais là, ça me coûte beaucoup d'énergie puisque j'avais pas les moyens de payer un traducteur. C'est-à-dire qu'il m'aurait fallu 3500 balles. Et clairement, non. Donc là, j'ai juste de quoi payer un correcteur. Mais ça veut dire que tout le boulot de trad, il faut se le payer, quoi. Et c'est chaud patate. Ça. Et puis surtout que normalement, en fait, c'est plus simple de traduire un truc dans une langue étrangère vers ta propre langue à toi maternelle, parce que tu peux remanier le texte et le rendre plus littéraire et plus approprié. Non, mais déjà, c'est plus facile. Facile parce que c'est ta langue maternelle, donc tu la connais bien. Et... c'est ça, et puis tu connais un peu mieux le style général et le phrasé en français, quoi. Tu fais pas de la traduction littérale. Ce qui passe bien en anglais ne passe pas forcément bien en français, quoi. Oui, puis même, je veux dire, moi je sais que autant je parle bien anglais, autant je suis pas bilingue. Donc je vais faire des fautes grammaticales, je vais employer des tournures qui sont pas naturelles, voilà, donc fatalement. Bon, après j'ai trouvé quelqu'un qui m'a déjà fait un test sur le texte et tout, et je l'ai prévenu, je lui ai dit tu vas pleurer, des larmes de sang, ça va être très dur. Mais bon, voilà, elle est au courant, quoi. Voilà. Ah, il y aura un peu de correction quand même. Voilà. Ah, il y en aura beaucoup. Une trad maison. Il y en aura beaucoup, ça va être un très long travail. Là, j'ai presque fini la première phase de trad. Après, je vais moi-même passer quand même antidote et tout ça, machin, pour enlever le plus gros des conneries. Et après, je vais lui envoyer le texte. Je pense qu'elle va avoir, j'en sais rien, peut-être 4 mois de travail minimum. Ah oui. Et derrière, moi, je vais avoir à nouveau beaucoup de travail pour passer au crible toutes les corrections qu'elle m'aura faites. D'accord. Donc, je vais en avoir pour... Je sais que ça représente un an et demi de travail en tout, quoi. Oui, avant de pouvoir le projet à présenter aux éditeurs étrangers, il faut qu'il soit nickel, aussi propre que possible. Ce sera pas présenté à des éditeurs, hein. Ce sera en auto-édition pareil. D'accord. En fait. Ouais. Ok. Ce sera balancé sur Amazon. De toute façon, les éditeurs anglo-saxons, ils seront pas intéressés à partir du moment. Enfin, je pense qu'ils seront pas intéressés à partir du moment où il est déjà sorti. D'accord. Même s'il est sorti dans une autre langue. Et puis, honnêtement, le truc, j'ai commencé à l'écrire en 2018, je l'ai sorti en français en 2020. Là, je me suis pris la tronche, ça fait des mois que je suis dessus à le traduire. J'en ai encore pour plusieurs mois de travail dessus. Donc potentiellement, il sort fin 2023 si on n'a pas de problème majeur. Ouais. Vouloir le sortir chez un éditeur dans le système anglophone, ça veut dire déjà trouver un agent en fait. Ah d'accord, ok. Donc, parce que les éditeurs, ils prennent pas sans agent. Donc trouver un agent. L'agent derrière, il va vouloir retravailler le texte, ce qui est normal. Sauf que du coup, ça risque de nous éloigner trop du texte d'origine en français. Et en plus de ça, ça veut dire perdre encore potentiellement un an et demi derrière. D'accord. Et puis qui sait combien de temps encore après pour trouver potentiellement un éditeur pour ce texte. Et puis reperdre encore un an si l'éditeur il dit oui et qu'il veut retravailler le texte et machin. On n'en finit plus. D'accord. Ça me saoule. Okay. Donc voilà, non. Eh ben je découvre indépendant de la publication dans les pays anglo-saxons. Ouais, non, c'est très différent. Mais pas forcément courant. Potentiellement, si je voulais sortir un truc en anglais, je l'écrirais directement en anglais. Ce ne serait pas quelque chose de traduit.
Et je sais pas, je verrai quoi. Mais là, pour l'instant, je vais déjà voir ce que ça donne, le tome 1. Hein, voilà. Après, Et ça te bouffe pas trop ton temps? Enfin, tu arrives quand même à bosser sur tes autres projets, si tu en as. Oui. Ok. Malheureusement, j'en ai plein. C'est horrible, je déteste mon cerveau. C'est genre Ravager, Eward 4 et 5, ou Ravager Eward, la version post-apo Weird et qu'un Ravagé. Twito avait proposé sur... Voilà. Puis les tomes 2 de... Ma première fanfic, quand même, s'il te plaît. Ouais. Ah bah oui. Ma première fanfic. En plus en direct live sur Twitter. Quoi. Mais grave, attends, la Tout classe le monde est intergalactique. Et donc, je sais plus où on en était. Tes projets. Ouais, les projets. Donc là, l'idée, c'est que j'organise mon temps dans la journée. Le matin, je fais la trad. L'après-midi, j'écris sur mes différents projets. Et notamment, en ce moment, le tome 0 de Ravager Eward. D'accord. C'est une nouvelle et ça se passe avant l'arrivée de Ravager. Ah ok. C'est Eward tout seul. C'est Eward tout seul, C'est c'est sa première enquête. Non, c'est pas sa première. Ah d'accord. Non, c'est pas sa première. Enquête. C'est pas sa première, parce que sa première enquête, je sais pas, il devait avoir 7 ans, donc... Ok. Mais, peut-être même moins. Mais Dès bon, le berceau. mais bon, en tout cas, c'est Ward sans Ravager, ouais, c'est Ward tout seul. C'est une petite aventure, c'est court, ce sera une nouvelle avec des secrets. Des secrets. Des secrets révélés, des rencontres et des illimités. Plein de trucs trop secrets. Et voilà. D'accord. Ouais. Je peux pas dire. Non. Je peux pas dire, voilà. Donc c'est ça, oui, je suis en train d'écrire. Le problème, c'est que voilà, j'ai encore 12 000 idées dans la tête de machin que j'ai envie de faire. J'ai déjà l'idée du tome 2 de Bizarre. Oui, voilà. voilà, je voulais savoir si tu allais faire le tome 2. Parce que Bien sûr. Comme vous aurez constaté, en tout cas sur la couverture, c'est pas en gros le gang des Lolita, hein, c'est Bizarre en fait. Voilà, c'est le nom de la série. Le nom de la collection, voilà, le nom de la collection, Bizarre. Tome 1, le gang des Lolita, et tome 2, Lapin Calypse. Lapin Calypse, voilà. Ok. C'est le rabbit des Monty Python. C'est en fait un mix entre les Cavaliers de l'Apocalypse, Tortue Ninja et Massacre au pensionnat, tu vois. Ah ouais. Ouais, voilà. Et c'est des lapins mutants qui ont muté à cause des carottes de la cantine. Ah ouais, d'accord. Ben ouais, voilà. Ok. Ah ouais. Voilà. Ah, ça promet. Ah, ça va être bien. J'espère. Bah écoute, c'est très rigolo parce que c'est le format fascicule des vieux feuilletons pulp à grand-papa, quoi. Genre les Harry Dixon, les Fantomas et tout. C'est ça, c'est complètement l'idée de ce format-là, avec un truc volontairement court, donc le format novella, Oui. que tu lis quand tu prends le train. Ou sur une île paradisiaque où voilà. règne une sirène vampire. Sur la plage, et puis tu te dis merde, en fait, je vais rentrer chez moi. Enfin voilà. Bah, tu sais que un des premiers éditeurs, il proposait justement ce genre de format, un peu plus large, et qui ressemblait vraiment au vieux roman feuilleton du début du XXe siècle, quoi. Donc les aventures de Diane d'Aventin, c'était sur ce format-là. D'accord. Oui. Non, c'est marrant parce que tu connaissais pas forcément, mais il y a plein d'idées qui des fois se télescopent un petit peu plus tard dans le temps. Tout à fait. Là, c'est un format comics du coup, parce que c'était ce qui se rapprochait le plus de ce format de magazine. Ouais. Et puis j'aimais bien le côté, tu vois, le couverture souple, un format assez fin, mais grand quand même, tu vois, tu le prends bien en main. Et... Oui, c'est vrai qu'en plus, c'est un format qui est assez agréable à lire, quoi, pas trop lourd. C'est léger dans le sac, mais en même temps, t'as vraiment l'impression d'avoir de quoi faire. Et illustré. Ah oui, parce que je vous ai pas montré les illustrations. Bon, on le verra pas dans la page YouTube, mais peut-être que je mettrai quand même quelques photos exceptionnellement pour le replay. Voilà, donc chapitre 3. Toudoum. Voilà, donc ça c'est Macha The Ferret qui m'a fait les illustrations et la couve. Donc c'est une nana qui est tatoueuse sur Marseille. D'accord, il y a un petit peu ce côté, effectivement. Oui, c'est au point, tu le vois. Ouais, hop. Voilà, si vous voyez bien. Je vais être obligée de scanner plein de dessins pour les mettre sur... Je sais pas comment je vais me démerder pour faire ça sur mon enregistrement YouTube pour le replay, mais bon, on va se démerder. Hein.
J'aime bien te simplifier la tâche. Oui, Oui. ah, c'est gentil. Merci. Merci. De rien. Ben voilà, donc bah écoute, voilà, c'était toute l'histoire. C'est toute l'histoire. Ouais, de tout ça. Et bon, après, je sais pas hein, quand je vais sortir le 2. Faut que je l'écrive déjà. Temps, quoi. Puis bon, faut prendre le temps de l'écrire pour l'écrire bien. Et est-ce que tu penses qu'il y aura une version numérique chez ActuSF ou là, ce sera pas la priorité? J'en sais rien du tout. Je pense que par décence, je vais le montrer à mon éditrice pour dire voilà, je fais un tome 2. Mais rien ne dit que ça l'intéressera. Hein. Ouais. Là-dessus, c'est la loterie, quoi. Moi, je vais continuer mon délire. Ouais. Et après, ça l'intéresse pas. Voilà. Moi, potentiellement, je pense que ce qui pourrait les intéresser à terme, pas dans la même collection, mais qui pourrait les intéresser, c'est mon projet de réécriture des Malheurs de Sophie. Ah ouais. C'est un projet top secret C'est pas un projet, non, c'est pas un projet top secret, j'en ai déjà parlé dans ma newsletter, donc les gens qui me suivent sont familiers de ce projet-là. Je suis censée te suivre, mais voilà. Donc les gens qui lisent ma newsletter, ils savent, voilà, donc je leur ai déjà parlé d'un projet qui s'appelle Sophie et qui reprend donc les Malheurs de Sophie dans un contexte fantasy un peu sombre. Avec beaucoup de folklore d'Europe de l'Est et grec. Là où, je remercie Fran d'ailleurs, hein, qui m'a beaucoup aidé, à qui j'ai posé plein de questions. Fran Basile, voilà. Si tu nous entends sur replay, parce que là t'es pas sur le live. Parce que voilà, justement, elle c'est sa culture, son pays d'origine, et donc elle pouvait répondre à mes questions et me donner plein d'infos sur qu'est-ce qu'il y a comme monstre dans le folklore et tout, parce qu'en fait c'est super chiant. Dès que tu cherches des trucs sur la culture grecque, en fait tu vas tomber sur la mythologie grecque, mais le folklore osef, quoi. Oui. Parce qu'il y a une différence quand même notable, quoi. Je veux dire, tout ce qui nous est parvenu par la mythologie et tout ça, c'est plus... Enfin, le folklore des nobles, on va dire. C'est que c'est sur deux... Enfin, c'est deux choses qui sont complètement différentes, j'ai envie de dire. Mais elle me disait, le problème, c'est que sur le folklore, la documentation, elle est en grec. Ouais, d'accord. Donc, voilà. Un peu compliqué. Donc, Calimera, la Grèce. Donc elle m'a quand même filé quelques petites infos, et puis moi je pense que je vais broder autour de ça et prendre un peu ici et là des choses, et voilà. C'est ce qu'on fait avec, c'est un peu de l'appropriation culturelle, mais c'est ce que j'ai fait en tout cas avec la mythologie celte, parce que les quelques légendes qui nous sont parvenues sont fragmentaires finalement, quoi. On n'a pas tout, faut essayer de réinterpréter les choses pour avoir une histoire complète et satisfaisante. Donc là l'idée c'est d'avoir quelque chose qui soit un peu dans l'ambiance Hansel et Gretel. Ouais. Tu vois. D'accord. Donc, j'ai envie d'avoir cette ambiance là un petit peu très très folklorique. Voilà, on va voir. Ouais, mais j'ai l'impression qu'ils cherchent à se faire une collection de réécrits, de classiques réécrits chez ActuSF. Ils sont pas les seuls. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne toujours très bien en fait. Ouais. Moi, c'est un truc que j'ai voulu faire, c'est un peu pour exorciser, parce que je déteste fondamentalement les mystères de Sophie, les Malheurs de Sophie. Je déteste ce personnage, j'ai envie de le tuer. Elle a 4 ans, enfin. 3. Ah oui, 3 ou 3 et demi. Ah ouais. Et cette histoire est affreuse. La comtesse de Ségur, en fait, elle écrivait des histoires assez épouvantables, quoi. Et voilà, et donc du coup, là, moi j'ai vraiment envie d'exorciser ce truc-là et de l'amener ailleurs, d'en faire j'espère, un meilleur personnage. Et surtout de l'amener quelque part, parce qu'à la fin des Malheurs de Sophie, on te dit si tu veux savoir la suite, faut lire les petites filles modèles. Les petites filles modèles. Alors, placement de produit, nickel. Hein, la comtesse de Ségur, elle avait bien compris le truc. Franchement, tu dis non, vachement bien, marketing super, mais t'as pas envie. Bref, le bouquin est assez court en soi. Il fait 110 pages, c'est assez court. Du coup, le mien sera certainement plus long, parce que l'idée c'est justement de l'amener jusqu'au moment où elle trouve sa place dans le monde et elle sait ce qu'elle veut faire, pourquoi elle est là. Elle comprend plein de choses sur sa situation, parce qu'il y a un parent absent. Là, elle va comprendre pourquoi, qu'est-ce que ça implique pour elle. Enfin, voilà.
Donc il y a un peu plus de lore hein, Ouais. que dans voilà. Et puis il y aura une morale un peu moins épouvantable, enfin bon, parce que Comtesse de Ségur c'était beaucoup de bondieuserie et de trucs châtiments corporels pour retenir les leçons. Ouais, voilà. Alors c'est là que ça va être. Il va falloir que je décide qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je garde pas, pourquoi, comment l'utiliser, etc. Et oui, t'as raison Fabien, il y a Magic Mirror qui est spécialisé dans les réécritures de contes, même si là, on peut pas vraiment parler d'un conte. Enfin, je sais pas, moi plus dans le classique, mais sous un autre angle, quoi. Peut-être que ça pourrait être considéré comme un conte, mais... Tu vas utiliser des contes, du folklore pas forcément connus. Non, honnêtement, je vais utiliser des monstres, des créatures, des trucs comme ça, quoi. Pour placer un peu un décor et une ambiance particulière, et le placer dans le domaine de la fantasy, parce que c'est là que j'ai envie que ce soit. C'est trop bien. J'espère en tout cas que tu vas mener ce projet à bien, parce qu'il est quand même alléchant, quoi. C'est le projet, mais après, est-ce que je vais arriver à aller au bout, je sais pas. Ça c'est toujours la question qui se pose, mais bon, ce serait bien que tu y arrives. Ouais, après peut-être que c'est quelque chose qui va me prendre du temps, parce que ça va être plus sombre que ce que j'écris d'habitude, et que ça, pour moi, c'est difficile. C'est ton passage à l'âge adulte. Non, ça c'est mort. Non, ça vous l'oubliez, ça n'arrivera jamais. Jamais. C'est la crise d'adolescence. Peut-être, voilà. Mais, ou le retour en enfance, qui sait, mais voilà. En tout cas... L'enfance, c'est pas tout rose non plus. Hein. En tout cas, ce sera très certainement un peu sport et un peu long. Et peut-être que je ferai ça par phase entre différents projets. Je sais pas du tout. Mais qui a dit qu'écrire était facile, enfin non, on en chie. C'est aussi pour ça... Enfin, très honnêtement, je pense que c'est aussi pour ça que moi, je choisis d'écrire des trucs qui sont idiots. Parce que j'en ai besoin, en fait. Pour moi, c'est un peu ma thérapie pour dire faut oublier que le monde est vraiment de la merde. Et voilà. Et donc, du coup, j'écris ce que j'ai envie moi-même de lire pour oublier que le monde, c'est de la merde. C'est pas compliqué. C'est pour ça qu'on écrit souvent. Hein, après, je sais pas, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui écrivent avec l'envie de faire passer des messages et tout, machin. Moi, que dalle. Hein. Mais zéro message, rien du tout. Que tu crois, mais peut-être que tu passes des messages sans t'en rendre compte. Non, mais après, il y a toujours des trucs sous-jacents, des thèmes que tu remets sur le tapis de manière inconsciente, plus ou moins. Mais globalement, c'est pas, en tout cas, la volonté du texte. La volonté du texte, c'est tu prends ton train, t'as envie de rigoler 5 minutes, voilà. C'est ça. C'est aussi une bonne raison d'écrire. Hein. Voilà. C'est-à-dire, on n'écrit pas que pour parler de soi. Comment on m'aurait menti, Isabelle? Oui. Non, c'est pas un talent. C'est un talent, oui, bien sûr, le talent, rien que le talent, la lumière divine. Moi, je fais rien. Moi, je tiens le stylo et Dieu me parle. Moi, c'est mon talent d'Achille, ça me fait mal d'écrire des fois. Ça fait mal, hein. Oui, surtout quand ça va pas. Et surtout quand t'es piqûre de moustique, tout ça. Heureusement, j'écris pas avec mes pieds. Enfin bon, je vous montrerai pas les piqûres des moustiques tigres, mais ils m'ont pas loupé. Merci le voyage au sud, merci Marseille. Les messages, des fois, c'est lourd. Ouais, les messages, c'est lourd. Enfin, voilà. Moi, ça me saoule, les messages et les auteurs qui font mourir leurs personnages. Comme ça, gratos. Ça me saoule. Oui, mais gratos. Gratos. Genre, tu sais, pour faire chialer, juste pour faire chialer, en fait. Faut une bonne raison, faut que son chemin, son périple l'amène logiquement tout à fait. À cette fin, et il faut ça que change tu quelque te chose dans dises l'histoire. Que c'était logique et il pouvait rien arriver d'autre. Oui. Mais quand tu sens que c'est gratos, ah non, ça m'énerve trop. T'es là, oui d'accord, donc en fait tu voulais juste faire chialer les gens et moi en général je referme le bouquin, je fais c'est bon allez, casse-toi. Ça m'énerve trop. Ok, en fait j'écris juste parce que la vie est trop moche et que j'ai envie de fluff, c'est tout. Ouais voilà, c'est ça. C'est une way of life. Et le reste c'est du boulot et du fluff. C'est fluffy. C'est tout à fait ça. Moi j'aime pas le fluff. Bien sûr, c'est du boulot, ouais. Il faut une envie au départ. Après, il faut... je pense que bien sûr, il y a des gens qui ont du talent. Le talent existe. Mais, c'est plus des facilités, on va dire. Ouais, c'est ça. Mais sans travail derrière, tu peux bien avoir tout le talent que tu veux. Il faut que ça soit naturel, pas enfoncé au maillet. C'est clair. Ça dépend du maillet.
Mais après, voilà, moi je trouve que l'humain c'est un cafard. L'humanité c'est de la grosse daube. Donc ouais, voilà, non, il y a des moments où il faut oublier tout ça, quoi. Oui. Et tu vois, il y a un bouquin dont j'ai abandonné l'écriture Ouais. parce que vraiment je voulais y mettre tout le mal que je pensais de l'humanité. Et il est trop dur à écrire. Ouais, c'est pas une thérapie finalement, quoi. Non, ça remue trop les choses et c'est Oui. trop dur. Bah, si en plus écrire ça te fait mal, alors que déjà c'est un exercice un peu difficile, parce que, enfin, pour trouver le mot juste et tout, ah tiens, Edouard est revenu. Je fais une petite pause, alors bout, bah t'arrives à temps, on est presque à la fin là. Donc ouais, voilà, ce bouquin-là, peut-être je l'écrirai jamais, je sais pas. Ou peut-être je l'écrirai dans 10 ans. Aucune idée. Quand l'envie viendra, mais bon. Peut-être je faut pas l'écrirai souffrir, enfin, sous une autre forme. faut souffrir pour des bonnes raisons là dans l'écriture, quoi. Si jamais ça te fout le moral en l'air, c'est pas la peine, quoi. Mais après, disons que si vraiment un jour l'envie de l'écrire est plus forte que la gêne que ça occasionne, il faudra le faire quand même, parce que j'aurais trop envie de le faire et tout ça, et sûrement ça ira mieux après et tout. Mais je pense que ça va occasionner des moments difficiles. Ouais, parce que ça va me confronter à parler de trucs que je trouve difficiles, que j'aime pas, voilà quoi, des choses sur lesquelles je préfère d'habitude fermer les yeux, ou en tout cas me dire ouais, je sais que ça existe, mais je vais faire comme si je voyais rien. Donc voilà quoi. Ok, bah souhaitons en tout cas que ce soit pas trop douloureux et que ce soit même un peu cathartique, quoi. Ouais, c'est ce qu'il faut espérer. Les licornes, c'est souvent des saloperies. Les vampires seraient des licornes en fait, peut-être. Les licornes, bah oui, tu regardes, ils ont une grande dent devant là. Peut-être. C'est marrant parce que un des trucs prévus pour Bizarre, c'est une histoire de licorne zombie. Ouais. C'est prometteur. Écoute, je sais pas. Moi, plus c'est con, plus j'y vais. Ouais. Et j'essaie vraiment de trouver les trucs les plus cons possibles. C'est mon défi là-dessus. Si elle te mord, tu te transformes en nuée de paillettes, c'est ça? C'est pas défini encore. C'est un travail. Brainstorming, c'est le moment où j'aimais. Voilà. Les ninjas pan contre les licornes vampires. Non, zombies, on a dit. Les licornes zombies. Ah, parce qu'il y a déjà une sirène de vampire. Et oui, c'est ça, voilà. Faut suivre un peu. Les licornes zombies vampires. Et ben on va terminer sur les licornes zombies vampires. Voilà. Tout un programme. Ok, bah merci en tout cas. Eh ben merci à toi d'avoir fait le déplacement. Oui, je l'ai fait exprès pour toi. Non, je suis en vacances dans le coin. Voilà. Bah merci à tous d'avoir participé au chat. Et puis, en tout cas encore, merci d'être là chaque mois. Et puis le mois prochain, je vais recevoir avec la vieille formule Loïc Landemaine qui va me parler de son dernier bouquin chez Pulp Factory. Et ce sera un peu différent. Là, il sera pas on va pas se filmer en train de se parler l'un à l'autre. Là, ce sera pas pareil. Là, on a fait Wayne's World. C'est vrai. Non, mais bon, peut-être que dans un futur plus ou moins proche, tu feras des sessions vidéo, des rencontres. C'est pareil. Peut-être. Ouais, c'est prévu. Peut-être que je ferai ça avec Katie en octobre. Ouais, ça serait cool. Ça va, range tes nichons. Ta gueule. J'en peux plus d'avoir ces nichons sous le nez. Ta gueule. T'as toujours une connasse pour te pourrir ton groove.